D'habitude, quand on parle de physique classique, on s'attend toujours à une précision absolue. Ouais, c'est vrai, le côté très mathématique. Bah oui, c'est un peu comme regarder une table de billard parfaitement lisse, tu vois. On connaît la position des boules, la force du coup, et paf. Mhm. Avec les bonnes équations, on peut prédire au millimètre près où chaque boule va s'arrêter. C'est propre, c'est calculable, c'est rassurant en fait. Et c'est exactement sur cette promesse que toute la science post-newtonienne s'est bâtie. On adore quand les choses obéissent à des lois strictes. C'est clair. Il suffit de définir les conditions initiales d'un système, de connaître les forces en présence, et on peut littéralement dérouler le film de l'avenir. Sauf que dès qu'on fait un pas dans le monde de la biologie moléculaire ou de l'évolution, et surtout de l'origine même de la vie, Ah, là c'est une autre histoire. complètement. La table de billard, elle disparaît complètement. On se retrouve face à un paysage conceptuel qui est totalement imprévisible. Ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, on va se plonger dans les travaux du biologiste théoricien Stuart Kauffman dans son livre Investigation. Un livre fascinant d'ailleurs. Oui, vraiment. Et la mission de notre exploration, c'est de redéfinir fondamentalement ce qu'est la vie. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Notre idée scolaire de l'ADN comme un simple code informatique qui s'exécute, c'est incomplet, non? C'est même un changement de paradigme vertigineux. En fait, Kaufman, il démontre que pour comprendre la vie, il faut réaliser que la méthode scientifique classique s'effondre face à la biosphère. D'accord, mais comment ça s'effondre concrètement? Bah, en physique, on peut définir à l'avance ce qu'on appelle l'espace des phases, tu vois, Mhm. ou l'espace des configurations, c'est-à-dire toutes les possibilités d'un système. Mais l'évolution biologique, elle crée ses propres possibilités au fur et à mesure. Ah oui, je vois. Si on pense aux fameuses préadaptations de Darwin, ça illustre super bien ça. Tout à fait. C'est l'idée qu'une structure anatomique évolue pour, disons, la régulation thermique. Et puis soudainement, au fil des générations, paf, elle commence à servir à toute autre chose. Comme voler ou entendre, par exemple. Exactement. Et essayer de calculer ça à l'avance avec des équations, c'est juste absurde. C'est comme essayer de dresser la liste de toutes les utilisations futures possibles d'un trombone de bureau. Ouais, dans des environnements qui n'existent même pas encore. Voilà. Mais ça soulève un paradoxe immense. Si la physique classique peut pas prédire la vie et que l'évolution, c'est de l'improvisation constante, d'où vient cet ordre biologique si incroyablement stable? C'est la grande question. Bah oui. Comment l'information passe d'une génération à l'autre sans juste se désintégrer? Eh ben, c'est la question qui a tourmenté le physicien Erwin Schrödinger en 1944. Dans son fameux livre Qu'est-ce que la vie, c'est ça? Exactement. Il a regardé les cellules vivantes à travers le prisme de la physique statistique. Et il a vu un problème de thermodynamique fondamentale. Lequel? L'ordre exceptionnel d'un organisme, il ne pouvait pas juste venir de la moyenne des fluctuations statistiques de ses atomes. Attends, pourquoi pas? Parce que souvent on nous dit que la température d'une pièce ou la pression d'un gaz, c'est juste des moyennes statistiques, non? Oui, mais ces moyennes, elles fonctionnent parce qu'elles impliquent des milliards d'atomes. D'accord. Imaginons qu'on lance une pièce de monnaie. Si on la lance 10 000 fois, l'écart statistique par rapport à un équilibre de 50-50, c'est d'environ 1%. Ce qui est quand même notable. Ouais. Mais si tu la lances 100 millions de fois, cette fluctuation tombe à 0,01%. La moyenne devient hyper stable, pas un gaz géant. C'était composé que de quelques centaines ou milliers d'atomes maximum. Ah, donc statistiquement parlant, c'est minuscule, l'échantillon est beaucoup trop petit. Absolument. Si la génétique reposait sur cette simple physique classique, un petit groupe d'atomes serait soumis à des tempêtes thermiques constantes. Ça bougerait dans tous les sens, quoi. Voilà. Les fluctuations seraient tellement violentes que l'hérédité serait impossible. La molécule muterait spontanément à chaque seconde. Donc la structure s'effondrerait. Exactement. Schrödinger a donc compris qu'il fallait une force beaucoup plus rigide. Et il a postulé l'existence d'un cristal apériodique. Un cristal apériodique? Ouais. Un solide maintenu par les liaisons très fortes de la mécanique quantique, mais avec une structure irrégulière pour stocker un microcode. C'est fou d'avoir pensé à ça. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, parce que 10 ans plus tard, Watson et Crick découvraient la double hélice de l'ADN, qui est exactement ça. Tout à fait. Mais, et c'est là que notre histoire classique déraille un peu. On a érigé l'ADN en espèce de molécule magique, le fameux dogme central. Ouais, le mythe de l'ADN tout-puissant. C'est ça. On s'imagine une molécule d'ADN nue qui flotte toute seule dans une flaque primordiale et qui commencerait soudainement à se photocopier elle-même. Mais chimiquement, ça tient pas la route, si. Non, pas du tout. C'est effectivement le grand point aveugle de la recherche traditionnelle.
Pendant plus de 30 ans, des chimistes brillants, comme Leslie Orgel, ont essayé de faire se répliquer un simple brin d'ARN ou d'ADN seul dans un tube à essai. Et ça a marché? Ben non, un échec systématique. L'idée, c'était de fournir les lettres flottantes autour de la molécule et d'espérer qu'elle s'auto-réplique, sans nos enzymes modernes. Sans aide, quoi. Voilà, En fait, c'est parce qu'on sous-estime complètement la difficulté mécanique du truc. Imaginons un simple brin d'ARN avec une séquence courte, genre UAGGC. mhm, Il flotte dans l'eau. Pour se copier, il doit attraper les bons nucléotides qui nagent autour. Mais c'est pas tout. Faut les aligner dans le bon angle, choisir la bonne liaison chimique et surtout éviter de lier les mauvais atomes entre eux. c'est exactement le problème. À chaque étape, la molécule isolée, elle doit choisir la bonne réaction de liaison parmi environ 16 réactions possibles. 16? Ah oui, quand même. Et elles sont toutes thermodynamiquement tentantes, ces réactions. Donc sans une protéine complexe, une enzyme, pour contraindre physiquement ces atomes, Pour les forcer dans un espace précis, quoi. ouais, pour empêcher les mauvaises réactions. Sans ça, le taux d'erreur est écrasant. Le système s'étouffe avec ses propres erreurs de copie. D'accord. Donc la vie n'a pas pu commencer par un gène solitaire qui aurait gagné à la loterie cosmique. Une molécule ne fait pas le printemps, comme on dit. C'est sûr. Ça implique que la vie doit émerger d'emblée comme un réseau, en fait. Mais comment une communauté de molécules disparates, sans aucune instruction, peut s'organiser spontanément? Pour résoudre ça, il faut s'écarter de la génétique pure et plonger dans la diversité moléculaire. Il faut regarder un concept théorique brillant, l'espace des formes. Le shape space en anglais, c'est ça? Oui, développé par George Oster et Alan Perlesson. Au lieu de regarder les formules chimiques, ils regardent les molécules sous l'angle de leur topologie physique. La topologie, donc, comment elle s'emboîte géométriquement et électriquement, en fait. Tout à fait. Imagine un espace abstrait défini par des dimensions physiques, la taille de la molécule, sa charge électrique et son hydrophobie. Sa façon de repousser l'eau, ok. Voilà. Chaque point dans cet espace représente une forme moléculaire spécifique. J'essaie de visualiser ça. Imaginons qu'on essaye de remplir une chambre à coucher, mais avec des balles de ping-pong. D'accord. Chaque balle représente une forme moléculaire spécifique. Disons, la capacité d'un anticorps à reconnaître une serrure biologique. Sauf que la reconnaissance n'a pas besoin d'être atomiquement parfaite. Il y a toujours une petite tolérance, tu vois? Exactement. Comme une clé un peu usée qui arrive quand même à tourner dans la serrure. C'est une excellente image. Et à cause de cette petite marge de tolérance, le nombre de formes différentes, il n'est pas infini. Ah bon? Non. Les calculs montrent qu'avec environ 100 millions de formes distinctes, donc 100 millions de tes balles de ping-pong, Mhm. on sature complètement cet espace des formes. Waouh! 100 millions, ça paraît énorme, mais à l'échelle moléculaire, c'est rien du tout. C'est dérisoire, oui. Ça veut dire qu'avec une bibliothèque de seulement 100 millions de molécules, on a une vraie clé universelle, un passe-partout cosmique. C'est exactement ça. D'un point de vue statistique, on a forcément la forme qui va s'emboîter dans n'importe quelle serrure moléculaire de la nature. C'est pour ça que la morphine fonctionne dans notre cerveau, non? Oui, Chimiquement, ça n'a rien à voir avec nos endorphines, mais sa forme topologique fait la même taille que la serrure de notre récepteur nerveux. précisément. Et ce qui est fascinant ici, c'est quand on applique cet espace des formes aux réactions chimiques elles-mêmes. D'accord. On appelle ça l'espace des tâches catalytiques. Un catalyseur, comme une enzyme, c'est juste une molécule qui accélère une réaction parce que sa forme réunit les bonnes pièces au bon endroit. Donc, attends. 600 millions de molécules couvrent absolument toutes les formes possibles. Ça veut dire que n'importe quelle soupe chimique primordiale ou n'importe quelle bibliothèque de milliards de peptides en labo, Ouais, ça contient déjà statistiquement tous les catalyseurs possibles pour toutes les réactions imaginables. L'outil pour construire ou détruire n'importe quoi est déjà là, caché dans le tas en fait. le potentiel est là, en effet. La diversité engendre inévitablement la capacité d'interaction. C'est fou. Plus tu as de molécules différentes, plus tu as de chances qu'elles se mettent à catalyser la formation des autres. Mais ok, les outils sont là, éparpillés, mais comment ils passent d'une soupe chaotique à un métabolisme organisé? Eh bien, C'est là qu'intervient ce concept des graphes aléatoires de R2 et Rényi, non? exactement. Dans les années 50, ils essayaient de comprendre comment de grands réseaux émergent à partir de connexions aléatoires. C'est un principe universel. Ouais, qui s'applique à Internet, aux réseaux sociaux et à la chimie, quoi. Voilà. Traduisons ça visuellement pour ceux qui nous écoutent. Imaginons qu'on éparpille 10 000 boutons sur le sol. Ok. Ensuite, on prend du fil rouge. On choisit 2 boutons au hasard et on les attache ensemble. On répète, on répète.
Au début, si on soulève un bouton, on a juste une petite grappe de 2 ou 3. Le système est super fragmenté. Mais le moment critique arrive quand on ajoute plus de fils. Il y a un instant mathématique très précis où la magie opère. Lequel? Quand le ratio de fils atteint la moitié du nombre de boutons, 0,5. D'accord. À ce moment-là, on traverse une transition de phase. C'est soudain. Presque tous les boutons se retrouvent connectés en un seul réseau géant. Si tu soulèves un bouton, tu soulèves tout le tapis. D'accord, l'analogie est super claire. Les boutons, c'est les molécules de notre soupe, et les fils rouges, c'est les réactions catalysées par d'autres molécules du groupe. Exactement. Plus la diversité augmente, plus les réactions explosent, et paf, la transition de phase. Voilà, le réseau autocatalytique est né. Mais attends, c'est bien beau sur le papier et tout ça, mais est-ce que ça existe vraiment en laboratoire, avec de la vraie chimie organique bien désordonnée? Tu doutes? Les molécules se repoussent, elles se dégradent avec la chaleur, l'entropie domine. C'est juste une théorie mathématique ou c'est prouvé dans un tube à essai? C'est une critique très légitime. Mais le génie de la biochimie moderne, c'est d'y avoir répondu. Ça a été confirmé de manière éclatante en labo. Ah oui, par qui? Par exemple, Günther von Kidrowski. Il a démontré ça avec de l'ADN. Il a synthétisé des hexamères, des petits brins de 6 unités, Mhm. capables de s'assembler à partir de brins de 3 unités, et surtout capables de catalyser leur propre formation. 2 molécules différentes agissaient comme des sages-femmes l'une pour l'autre. Un réseau circulaire, quoi. Mais on parlait de sortir de l'impasse de l'ADN tout à l'heure. Il y a des exemples avec d'autres molécules. Oui, et c'est encore plus fou. Reza Ghadiri a prouvé que ce phénomène n'a même pas besoin de matériel génétique. Il a travaillé uniquement avec des protéines. Des protéines simples. Ouais. Il a construit une protéine de 32 acides aminés. Une hélice, très physique. Il l'a placée avec des fragments plus petits, un morceau de 15 et un 17. Et qu'est-ce qui s'est passé? La grosse protéine a agi comme un moule. Elle a attiré et aligné le fragment de 15 et celui de 17. Elle les a maintenus dans le bon angle pour forcer leur liaison. Attends, Elle a créé une copie parfaite d'elle-même à partir des pièces détachées. c'est incroyable. De la reproduction chimique nue, sans aucun code génétique. C'est ça. Donc, à partir d'un certain niveau de complexité, former un ensemble autocatalytique, c'est pas un miracle rare, c'est presque inévitable. C'est une propriété de la matière complexe. Mais alors on a un problème de définition là. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on a ce réseau géant qui se reproduit tout seul en labo, est-ce qu'il est vivant pour autant? C'est le cœur du problème. Et pour Kaufman, la réponse est non. Non. L'autocatalyse, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Pour passer à de la biologie agissante, le système doit accomplir un cycle de travail thermodynamique. Un cycle de travail. C'est ce qui définit un agent autonome. Mais dès qu'on utilise ce mot, on a l'impression de parler d'un moteur diesel, pas d'une cellule vivante. L'analogie avec le moteur, elle est littérale en termes de loi physique. Faut revenir à Sadi Carnot, au 19e siècle. Avec la machine à vapeur. Exactement. Carnot a modélisé un cylindre idéal, avec un gaz et un piston, reliés à une source chaude et froide. Le gaz chaud se dilate, pousse le piston, fait un travail, puis est refroidi pour commencer. D'accord. Mais Kaufman pointe un détail crucial, le fameux manche rouge du moteur. Ah, le manche rouge. Dans l'expérience classique, ce manche, c'est le levier qu'un opérateur humain doit manipuler pour déplacer le cylindre de la source chaude à la froide. Mhm. Sans cette action organisée, la chaleur se dissiperait dans l'air, point final. Le travail n'existe que parce qu'il y a une orchestration. Voilà la question magistrale, hein. Dans la nature, qui tire sur le manche rouge? S'il n'y a pas d'ingénieur humain, comment l'énergie est-elle captée au lieu de se dissiper? C'est l'organisme lui-même. L'agent autonome biologique est son propre manche rouge. Prends une bactérie marine. Elle subit pas son environnement. Si elle détecte du sucre, elle utilise de l'énergie pour faire tourner son flagelle, elle nage, elle absorbe le glucose. Et elle reconstruit ses composants. Elle manipule activement l'univers pour son bénéfice, quoi. Exactement. Mais d'un point de vue thermodynamique, comment elle fait pour pas s'épuiser? L'univers tend vers le chaos. Une réaction chimique spontanée, c'est comme une pierre qui roule en bas d'une colline. Une réaction exergonique, ouais. Ça libère de l'énergie. Et ça s'arrête au point le plus bas, l'équilibre. Sauf qu'en biologie, l'équilibre, c'est la mort. C'est exactement ça. Pour rester en vie, la cellule doit rester très loin de l'équilibre thermique. Et pour ça, elle utilise l'énergie de la pierre qui descend la colline pour forcer une autre pierre à remonter la colline. Elle couple une réaction spontanée avec une réaction qui demande de l'effort, endergonique. Ce couplage intime, c'est le secret de la vie.
Les sources détaillent un modèle précis pour ça d'ailleurs. Imaginons qu'au cœur de notre réseau chimique, on ait du pyrophosphate, le PP. Mhm. Sous certaines conditions, ce PP a très envie de se casser en deux phosphates simples, P plus P. C'est la pierre qui descend la colline, ça libère une rafale d'énergie. Et en agent autonome, utilise cette énergie pour forcer un travail énorme, comme créer les fameux hexamères d'ADN de notre réseau. Et le génie du truc, c'est l'étape suivante. Si le PP fait que se casser, la réserve s'épuise et le système meurt. Donc il faut recharger la batterie, fermer le cycle thermodynamique. Dans le modèle de Kaufman, le réseau capte l'énergie d'un photon lumineux extérieur. Cette lumière, c'est la poussée énorme qui force les deux phosphates à fusionner pour reformer le PP original. La boucle est bouclée. L'énergie est captée, canalisée pour construire, puis le système se réinitialise. Ce n'est plus une flatte inerte. La matière, l'énergie et l'information sont soudées. Quand on met toutes ces pièces ensemble, c'est juste vertigineux. Ouais. La vie, c'est pas un code statique écrit sur de l'ADN, c'est l'union d'un réseau autocatalytique couplé à un cycle de travail continu qui repousse la mort anthropique. C'est cette boucle dynamique qui transforme un tas de matière en un acteur. Un agent avec une finalité, persister. Et si l'on relie ça à la situation dans son ensemble, les implications sont colossales. Pour l'astrobiologie notamment, non? Surtout pour l'astrobiologie. Si l'émergence d'ensembles autocatalytiques est une transition de phase mathématiquement attendue, la vie n'est pas un accident exceptionnel de notre jeune Terre. L'univers est intrinsèquement doté d'une créativité foisonnante, en fait. Partout où il y a assez de diversité moléculaire et un flux d'énergie, la matière s'organise et cherche à tirer sur le manche rouge. C'est qui nous amène à repenser complètement notre place dans le cosmos. Et pour clore ça, j'aimerais soumettre à ceux qui nous écoutent une réflexion profonde basée sur le possible adjacent de Kaufman. Ah oui, le possible adjacent, l'espace des formes ou des idées qui n'existent pas encore, mais qui sont à un seul pas d'exister, la frontière de la nouveauté. Et voici ce qui est fascinant. L'univers a environ 14 milliards d'années. Pourtant, il est non ergodique. C'est-à-dire, Tiers pour créer toutes les protéines possibles, ne serait-ce qu'une seule fois. même pas une petite fraction, c'est vrai. La biosphère, en se complexifiant, ne cesse donc de construire de nouveaux outils pour repousser les murs de la réalité physique. Elle s'enfonce dans ce possible adjacent. Elle crée des structures qui n'auraient jamais pu apparaître par simple hasard cosmique. Exactement. Alors on peut se poser la question, se pourrait-il que la vie ne soit pas juste un phénomène local, un petit résidu sur un caillou perdu dans le vide? Se pourrait-il que l'évolution biologique soit en réalité la véritable flèche du temps de l'univers lui-même, un moyen cosmique pour la matière de maximiser perpétuellement sa créativité et de s'inventer à chaque instant? La table de billard ne fait pas que repousser l'imprévisible. Ce sont les boules elles-mêmes qui construisent l'infini de la table. C'est une pensée fascinante à garder en tête bien après la fin de cette écoute. Merci pour cette super analyse. Avec plaisir, à très bientôt.